Bonjour à tous, alors vous avez certainement vu le président Trump faire une intervention ce matin, il me semble que c'était ce matin, peut-être c'était hier, disant que la lumière qui traverse notre corps pourrait éventuellement soigner le coronavirus, je crois qu'il fait allusion au scanner, et que des injections de désinfectants dans les poumons pourraient aussi nous soigner du coronavirus. Enfin, il ne sait pas, c'est ce qu'il dit sur la fin de son intervention. Bon, tout d'abord, concernant ces propos, je pense que Trump est au bout du compte loin d'être un idiot et que cette déclaration est complètement volontaire. Trump sait très bien faire avec les médias, ça fait depuis sa campagne en fait, même depuis avant, parce que c'est un homme d'affaires depuis très longtemps, qu'il sait très bien travailler avec les médias. Il sait qu'en donnant cette information, il va monopoliser les médias pendant au moins 2 jours. Ce qui fait que ça va faire le buzz, ça va être l'information qui va être partagée. Et pendant ce temps-là, on ne va pas parler des problématiques du système de santé américain pour prendre en charge le coronavirus, des chiffres assez hallucinants du nombre de morts aux États-Unis concernant le coronavirus, et donc de l'éventuelle mauvaise gestion de la crise coronavirus par Trump. Donc il monopolise le temps médiatique pour, au bout du compte, éluder les grosses problématiques qui sont, au bout du compte, importantes. Donc il est très malin à ce niveau-là et je pense que c'est très naïf de penser qu'il n'y connaît strictement rien en médecine et qu'il a dit ça comme ça, sans l'avoir prévu à l'avance, etc. Voilà. Donc ça concerne sa déclaration et je tenais à le préciser. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que cette déclaration, en fait, elle est un peu symptomatique de ce qui se passe depuis une dizaine d'années et particulièrement depuis le développement de l'Internet. C'est la multitude d'informations, la multitude de rumeurs, entre guillemets, médicales, etc. qu'on a depuis 10 ans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement perdues. Alors, je vais vous citer d'autres exemples. Il y a depuis quelques années un mouvement anti-vaccination. Alors, ce mouvement anti-vaccination, il a été beaucoup porté par le professeur Joyeux, puisqu'à l'époque, il disait que les ruptures de stock du DTP, qui était le vaccin obligatoire, étaient volontaires de la part des labos pharmaceutiques parce qu'elles obligeaient les médecins du coup à injecter un vaccin qui nous protégeait contre cette maladie, qui coûtait 4 fois plus cher que le DTP. Donc le DTP, il nous protégeait contre 3 maladies, mais vu que celui-là était en rupture de stock, les médecins, pour respecter la loi, étaient obligés d'injecter un autre vaccin qui, lui, nous protégeait contre cette maladie, mais qui était beaucoup plus cher et qui passait globalement de 10 € à 40 €. Donc, sur ce sujet-là, il est tout à fait probable que le professeur Joyeux ait en effet raison, puisque des ruptures de stock dans ce domaine-là, c'est assez suspect. Ces vaccins, en fait, la demande ne fluctue pas énormément, puisque chaque nouveau-né doit être vacciné. Donc on peut anticiper des années en avance le stock de vaccins qui va être nécessaire. Donc ça paraît quand même bizarre qu'il y ait des ruptures de stock au niveau de tous les labos pharmaceutiques en même temps, alors que ce sont des commandes très très stables. On peut tout à fait anticiper le nombre de vaccins dont on va avoir besoin. Et ces ruptures de stock, elles ont été très longues, hein. Donc c'est assez étonnant. Par contre, le souci, c'est que son discours a été vraiment modifié et qu'il a été transformé par les gens qui sont contre la vaccination en disant: écoutez le docteur Joyeux, ce qu'il dit au niveau du vaccin, il dit que c'est pas bien, il dit que ça peut provoquer l'autisme, etc. On lui fait dire un peu tout et n'importe quoi, et il y a beaucoup de gens qui croient que son discours est très clair, qu'il est contre la vaccination, alors que c'est un professeur, donc il a de bonnes raisons de penser ça, etc. Donc là, on a une modification du discours, ce qui peut induire en erreur pas mal de monde au bout du compte. Si on vous dit il y a des professeurs qui mettent en avant le fait que la vaccination est dangereuse, ça peut faire réfléchir quand même. Donc ça, voilà, une interprétation du discours qui a été modifiée. Il y a 3 ou 4 jours de ça, on a carrément un prix Nobel. Donc ce prix Nobel, c'est Luc Montagnier qui nous dit: le coronavirus est certainement fait de la main de l'homme. Il a été fait dans un laboratoire. Des études que je suis en train de mener nous montrent qu'il y a eu une transformation génétique. Ce code génétique est en commun avec un autre virus qu'on connaît déjà, etc. Pareil, lui, il a été décrié plus tard par le monde scientifique. Mais c'est quand même un prix Nobel qui dit ça sur un plateau de télévision. Du coup, il y a beaucoup de monde qui vont prendre ça argent comptant et qui vont considérer que, en effet, le coronavirus est peut-être fait volontairement, etc. Pareil, ces dernières années, il y a aussi un buzz qu'a réussi à faire Arte sur cette fameuse étude qui nous montre que le chocolat noir aide à faire maigrir. Ça, c'est des articles qui ont été massivement diffusés sur les réseaux sociaux. Le chocolat noir fait maigrir, sauf que quelques mois après, Arte sortait un documentaire dans lequel il expliquait que cette étude, c'est eux qui l'avaient fait, qu'ils avaient changé les résultats, qu'ils avaient modifié les chiffres si vous voulez, en tout cas modifié l'interprétation. Ils avaient réussi à se faire publier dans un journal à comité de lecture, ce qui fait que cet article a été publié massivement sur les réseaux sociaux alors qu'en fait le chocolat noir ne fait pas maigrir.
Donc on voit que là, ils ont un peu piégé le système scientifique et que des informations fausses peuvent circuler très massivement dans Internet et aussi sur les médias traditionnels, puisque ça a été relayé aussi par les médias traditionnels. On voit que tout ça est symptomatique d'un mouvement qui provoque déjà un mouvement de méfiance globale de beaucoup de monde vis-à-vis des données scientifiques et des données médicales en particulier, parce que c'est ce dont on parle plus particulièrement aujourd'hui. Et je pense qu'on peut expliquer cette méfiance globale et ce problème en fait de véracité des faits par l'accélération des moyens de communication de ces 10 dernières années, particulièrement Internet. Avant qu'Internet arrive, si vous aviez une hypothèse, vous faisiez des expériences dessus, vous faisiez des études dessus. Une fois que votre hypothèse était vérifiée ou non d'ailleurs, vous demandiez à un journal, à un comité de lecture, d'analyser votre étude et cette étude était éventuellement publiée dans des grands journaux, voire d'abord peut-être des petits journaux, puis dans des grands journaux si elle était sérieuse. Ce processus était long, ça prenait du temps et c'était une durée de temps incompressible. Si vous étiez publié dans les grands journaux, après on parlait de vous, etc. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien par exemple avec le professeur Raoult, c'est pas forcément la personne qui a raison qui va être publiée, c'est la personne qui va être la plus rapide. À cause de l'accélération des moyens de communication, il faut être le premier à diffuser l'information avant le voisin, et des fois ça peut se jouer à quelques jours, à quelques semaines près. Et du coup, ce besoin de rapidité fait que même en l'absence d'études qui sont vérifiées, il y a des études qui sont plus mauvaises que d'autres. Donc en l'absence de bonnes études, on va quand même avoir quelques articles qui vont sortir sur une hypothèse, comme l'hypothèse de la nicotine en ce moment là qui vient de sortir, pareil, qui aiderait à lutter contre le coronavirus. Ça n'a pas été vérifié, rien, et pourtant ça passe sur TF1, c'était hier. Enfin, c'est une hypothèse et ça passe sur TF1. Donc c'est à celui qui aura le scoop, celui qui aura le buzz, et du coup ça fait qu'on est entouré d'une flopée de fausses informations. Tout ça à cause de la course en fait à l'information et la course à être le premier à avoir donné une vérité dont on n'est pas certain. On voit que ça en fait on ne peut pas vraiment lutter contre. Il y a des choses qui sont mises en place par Le Monde pour vérifier si c'est fake ou non, par d'autres, France Info aussi, etc. Il n'empêche que l'information va continuer à être diffusée rapidement et avec tout ce partage d'informations, on va être confronté à des fake news ou à des informations relativement justes, relativement fausses. La seule réponse qu'on peut donner à cette problématique-là, c'est en fait d'avoir un petit bagage médical pour nous aider à différencier rapidement ce qui est vrai de ce qui est faux. Il y a plein de choses qui sont hallucinantes, par exemple le fait qu'il y a 2 semaines de ça, le gouvernement nous dise que les masques ne vont pas aider à nous protéger contre le coronavirus. N'importe qui a fait un minimum d'études de médecine, qui comprend que le coronavirus est un virus voisin d'autres virus qu'on a connus précédemment, tout ce qui est grippe aviaire, etc., que c'est globalement assez proche d'une grippe, va comprendre comment est transmis le virus. On l'a dit, c'était voie aérienne. Pour nous, c'est assez évident qu'un masque allait protéger nous-mêmes, mais surtout en fait les autres. La plupart des gens qui ont un minimum de données médicales en tête le savaient ça, même quand le gouvernement a dit qu'on n'avait pas besoin des masques pour nous protéger. Ça, c'est une aberration qui n'aurait pas dû sortir. Et si vous avez un minimum de bagage médical, ou un minimum de bagage scientifique, même général, vous allez vous protéger contre ce style d'information-là. Alors comment faire pour acquérir un minimum de bagage médical ? On ne parle pas ici d'être un expert, puisque c'est quasiment impossible d'être expert dans plusieurs domaines, ça prend beaucoup trop de temps. Mais avoir un minimum de bagage médical, c'est tout à fait faisable, ça prend aussi du temps, et ça va vous protéger contre beaucoup de fausses informations, et vous allez faire le tri vous-même des articles qui paraissent, suspects, et des articles qui vous paraissent dignes de confiance. Bon, moi je vais vous conseiller pas mal de chaînes YouTube, puisque là c'est la plateforme qu'on utilise, qui m'aident moi à me faire mes opinions, à avoir un esprit critique sur pas mal de choses. Alors je vous conseille Syllabus. Syllabus, c'est une demoiselle qui fait beaucoup d'expériences scientifiques, qui se sert d'études, etc. C'est très sourcé et donc du coup on peut vraiment lui faire confiance. Quand elle fait des erreurs, elle les reconnaît, etc. Et elle a une partie sur des expériences médicales, des questions médicales qu'elle se pose, donc je vous le conseille. Dirty Biology, youtubeur français très connu, pareil, il y a une partie
qui est globalement sur la science, enfin tout est basé sur la science, mais il y a une partie qui est médicale. Pareil, il y a certaines vidéos qui concernent le monde de la santé, donc je vous conseille d'aller les voir. Il y a une chaîne que je suis beaucoup qui nous donne beaucoup d'informations sur le système hormonal, système immunitaire, dont on parle beaucoup en ce moment, système immunitaire très important, et sur l'alimentation en général, qui s'appelle Verisme TV. C'est un peu plus pointu, mais si vous voulez vous renseigner sur le système immunitaire, sur la réaction inflammatoire, sur les hormones et neurotransmetteurs, cette chaîne est géniale. Au niveau de ses points de vue personnels, il y a certaines vidéos qu'il fait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais au niveau de ses explications médicales, système immunitaire, etc., je vous conseille vivement, c'est très pointu, et de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai réétudié, j'ai pas vu d'erreur dans ce qu'il a fait. Une conférence, par exemple celle de Marcel Robert Froid, Comment nourrir l'intestin, qui est assez intéressant sur le microbiote. Toute la série d'Arte sur le microbiote est très intéressante aussi. Généralement, Arte, c'est intéressant en global pour vulgariser. Il y a des erreurs qui sont faites sur Arte, il y a aussi des partis pris qui sont discutables, mais c'est déjà une très bonne base. Et plus vous en verrez, plus vous ferez votre propre opinion sur ce que vous estimez comme étant discutable ou non. Une chaîne excellente, l'Espace des Sciences, ce sont des conférences de professionnels qui ont lieu à l'Université de Rennes, qui ont lieu une fois par semaine. Ça va parler d'espace, ça va parler de médecine, ça va parler de sciences du comportement, ça va parler de la conscience. Waouh, c'est des super conférences d'experts à chaque fois, des gens qui sont très reconnus dans leur domaine, c'est en français. Allez-y à l'Espace des Sciences, allez sur cette chaîne, vraiment c'est génial. Au niveau des bouquins, je vous conseille Dr Jean-Pierre Poissignon. Ce sont que des bouquins que j'ai lus, hein, donc il y en a plein d'autres qui sont bien, mais moi je veux juste vous parler de ceux que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Jean-Pierre Poissignon, Rhumatisme et si l'alimentation était coupable, beaucoup de données intéressantes. Vous pouvez choisir la partie du livre que vous allez lire, celle sur les glucides, celle sur le blé, celle sur les légumineuses, celle sur les glucides, celle sur les acides gras, etc. Vous n'êtes pas obligé de lire tout le bouquin, mais s'il y a des domaines qui vous intéressent, c'est très intéressant. L'alimentation, la troisième médecine du professeur Seignalé, c'est pareil, vous pourrez choisir quelle partie de l'alimentation vous voulez travailler. Donc voilà, toute une flopée de chaînes, quelques bouquins qui pourront vous aider. Au niveau de l'esprit critique en lui-même, il y a pas mal de chaînes de zététique qui sont très intéressantes. C'est pareil, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui se dit sur ces chaînes, mais la chaîne de Mr Sam par exemple, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous la conseille. Vous avez d'autres chaînes, hein, Hygiène mentale, voilà, La tronche en biais, pareil, bon voilà. Il y a des chaînes qui permettent de développer l'esprit critique, ce sont des chaînes qui sont vraiment consacrées à ça, donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller les consulter. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ces événements récents et sur les encouragements que je peux vous apporter à avoir un minimum de base médicale. Il y a même des médecins qui se contredisent entre eux, il y a des diagnostics qui vont être différents en fonction de si vous allez voir votre kiné, votre ostéo, votre médecin généraliste. Donc le fait que vous ayez un léger recul au moins sur les informations qu'on vous donne en consultation, je trouve ça super important. Et moi-même, j'essaye de l'avoir sur plein d'autres domaines dans lesquels je ne suis pas du tout professionnel, disons, histoire de garder toujours un esprit critique sur ce qu'on va me dire. Voilà. Voilà, je suis en train de faire ma vidéo sur le vin. J'espère qu'elle sera finie rapidement. Bon courage pour la fin du confinement. Moi, je retourne à Lisbonne quand le confinement sera fini et que je pourrai reprendre mon activité au cabinet. Je vous dis à très bientôt. Bon confinement. Bye.